avons rendez-vous avec l'histoire dans ce territoire. Nous sommes sur le territoire de l'abbaye de Valmagne, dans l'Hérault. Nous allons découvrir l'histoire de ce site en compagnie de la famille Dallène, actuelle propriétaire des lieux. De nombreux siècles d'histoire à raconter pour cette abbaye qui a vu passer de nombreux visiteurs et qui a subi de nombreuses transformations. Rencontre avec Éléonore. Bonjour Éléonore. Bonjour. Parlez-nous de cette histoire de cette abbaye. Quand est-ce qu'elle commence cette histoire? Alors, l'abbaye elle est fondée en 1139. Donc grâce à Raymond de Trincavel qui va confirmer les donations en terre et en espèces que les seigneurs aux alentours avaient fait. Et les moines donc, vont venir s'implanter à Valmagne où le nombre de moines ne cesse de s'agrandir au point que cette beauté gothique qu'il y a derrière nous va être construite à la place d'une petite chapelle qu'il y avait avant. Malheureusement, à partir du XIVe siècle, ça va un petit peu se dégrader. Donc comme vous avez dit, les guerres de religion, la guerre de 100 ans et la Révolution française. Donc tout ça, ça va créer ce qu'on connaît, les effets qu'on connaît. Malheureusement, Valmagne va un petit peu souffrir de tout ça. Elle va même à un point être vide pendant 40 ans et devenir un père de brigands parce qu'il n'y a plus de moines pour s'en occuper. Et puis quand même, à la Révolution française, elle est vendue comme bien national. Et elle est achetée par M. Granier-Joigneuse qui va transformer l'église en chai. C'est ce qui va un peu la sauver de devenir une carrière de pierre comme beaucoup d'abbayes du nord de la France à cette époque-là. Malheureusement, M. Granier-Joigneuse meurt et ses héritiers n'arrivent pas à s'entendre. Et donc l'abbaye sera vendue de nouveau et cette fois-ci achetée par mon aïeul, donc le comte de Turenne, en 1838. Et elle est dans la même famille depuis 1838. Voilà. Et bien on va aller voir tout ça en images maintenant. Allez, on vous suit Éléonore. Alors nous arrivons près du porche, Éléonore. Voilà. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce porche. À quoi servait-il? Alors donc le porche, c'est l'endroit où les catéchumènes, c'est-à-dire les gens qui n'étaient pas baptisés, les étrangers, où on disait la messe pour eux. D'accord. Voilà. Comme ils avaient pas l'autorisation en fait de rentrer parce qu'ils n'étaient pas baptisés, mais quand même on voulait dire une petite messe, donc on les mettait ici. Et... Voilà. Nous allons pénétrer maintenant dans cette église. Alors elle est de style gothique sur les bases d'une église romane, hein, c'est ça? Elle a été construite sur les bases d'une chapelle romane. Une clé imposante et une porte imposante. Ah oui, la hauteur sous plafond, vous nous avez dit quelle hauteur déjà tout à l'heure? Alors entre 23 et 24 mètres de haut. Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. Voilà. Trois nefs, c'est cela? Voilà, la nef centrale et les bas-côtés. Et ensuite le chœur, là où est la scène. Et puis le déambulatoire, ce qu'on appelle le déambulatoire, donc entre les piliers, autour. Et les 9 chapelles rayonnantes, dans lesquelles vous avez les autres chais. Et donc c'est construit sur le plan des cathédrales, des grandes cathédrales du nord de la France en fait. L'impression de profondeur que vous avez en fait quand on rentre du fond de l'église, c'est parce que si vous regardez, chaque pilier d'abord est en forme d'amande, et puis l'écart entre les piliers se resserre vers le centre. C'est ça en fait qui fait un effet de profondeur. Voilà. Et dans la plupart des cathédrales d'ailleurs gothiques, c'est comme ça qu'elles ont été faites. Comme ça déjà. Alors de l'église, nous allons pénétrer dans le cloître. Éléonore, je vous laisse passer devant. Merci. Un lieu magnifique, alors où les moines venaient forcément se reposer. Hein. Voilà, un petit peu. C'était leur endroit de quiétude et de repos avec de calme et de verdure aussi, parce que le préau du cloître, comme vous le voyez, ouvre sur le jardin. On entend l'eau de la fontaine d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et donc ça leur permettait de voir la lumière du jour, parce que les moines étaient quand même dans l'abbaye relativement fermés, oui. Et donc ça leur permettait de se reposer, d'avoir un petit peu de calme et de sérénité.
Juste à côté de moi, ici, c'est la salle capitulaire. Donc c'était là où les moines se réunissaient tous les jours pour lire le chapitre, donc qui étaient des paragraphes de la règle de Saint-Benoît. Et c'était ouvert de cette façon-là? Et c'était ouvert de cette façon, donc sur la galerie. Donc tous les moines étaient à l'intérieur de la salle capitulaire et les frères convers, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui travaillaient dans les champs, étaient à l'extérieur, donc dans cette galerie, et attendaient les ordres de la journée pour le travail qu'ils avaient à faire. C'était ici que ça se passait. Voilà. Alors là, c'est une des salles les plus importantes après l'église. Forcément. Alors, le cloître de forme carrée avec toutes ces voûtes que l'on voit ici. Voilà, les petits chapiteaux. Ici et là, qui ont des formes différentes à chaque fois. Jamais la même sculpture. Et la fontaine que l'on entend. Voilà, que l'on entend. Et le réfectoire ici, toujours en face de la fontaine, pour que les moines se purifient les mains avant d'aller manger. Et avant d'aller à l'église aussi. Tout est étudié. Tout est étudié pour que la vie dans l'abbaye se passe bien. Merci, cette magnifique fontaine. Voilà, fontaine lavabo, avec entre chaque pilier, en fait, vous avez des petites sculptures comme ça, et c'est différentes sculptures entre chaque pilier. Ah oui, chaque fois différente, effectivement. Oui. Et donc on pense que cette partie-là date plutôt du XIIe, donc de la partie romane, comme la galerie qui est derrière nous, date plutôt du XIIe. Donc la partie la plus ancienne, La partie la plus ancienne, voilà. Ensuite, il y a une partie qui a été refaite aussi au XIVe siècle, et une dernière partie, c'est-à-dire les étages, qui ont été refaits au XVIIe siècle. Donc quand même, dans les siècles, elle a beaucoup évolué, elle a beaucoup changé, parce que sans doute que le cloître était un petit peu plus petit quand même quand ça a été construit. Comme l'église, agrandi au fur et à mesure des siècles. Et là, alors cette fontaine a été faite à partir de quelle base? Elle a été faite à partir des bases des piliers du premier cloître, enfin de l'ancien cloître, donc du cloître. D'accord, donc là ça date vraiment... Là ça date vraiment du XIIe siècle. Alors là, nous sommes au centre de ce cloître, avec encore des colonnes derrière nous. Oui. Et on voit les ouvertures en hauteur. Voilà, qui sont des oculis, qui ont chacun une forme différente, qui représentent différentes choses. Si on se décale un petit peu, on va voir qu'il y a des petits chapiteaux. Ah oui, à l'intérieur. Voilà. À l'intérieur, en fait, parce que les contreforts ont été rajoutés quand les étages ont été construits pour consolider. Pour renforcer la structure, d'accord. Voilà. Ah oui, donc on trouve des petits secrets, trésors là en s'approchant. Voilà, tout à fait. On va les voir de plus près. Comme c'était dommage, je pense qu'ils ont pensé que c'était dommage quand même de les enlever, de les masquer complètement. Oui. Voilà, donc ils ont laissé une ouverture. Avec des ailes, c'est un ange. Voilà, c'est un ange. Alors nous entrons dans le réfectoire qui a été complètement restauré au 19e siècle. Voilà, c'est ça, par mon arrière-arrière-grand-mère. Et ici, on a deux tableaux intéressants. Ici, c'est le cardinal de Bonzy qui a joué quand même un rôle très important à Valmagne parce qu'il a transformé l'abbaye en palais épiscopal, et ce qui a permis quand même de rendre sa splendeur originale à l'abbaye, parce qu'il a construit des étages, il a transformé le dortoir des moines. Et ici, donc, mon aïeul, le comte de Turenne, qui lui aussi, mine de rien, a fait énormément pour l'abbaye et a fait en sorte aussi qu'elle soit toujours debout de nos jours. Et nous, on continue, ma grand-mère, on continue à l'entretenir. Et à garder ce trésor dans la famille. Tout à fait. Et là, on va pénétrer donc dans la salle du réfectoire, la plus grande salle, avec des vitraux. Le grand réfectoire, oui. Qui ont également été, qui étaient là à l'origine, qui ont été mis en place par qui? Tout a été mis en place par mon arrière-arrière-grand-mère qui a fait cette salle. Qui a fait cette salle, qui servait d'ailleurs de salon ou de salle à manger à l'époque, donc ça restait un réfectoire, ça gardait le même rôle. Et elle a refait ça début 19e, donc c'est vrai que c'était un petit peu la façon à la mode de refaire les choses à cette époque-là.
On voit notamment avec les décorations murales et puis la mosaïque au sol quand même qui est d'une finesse remarquable. Et alors cette magnifique cheminée imposante que l'on a face à nous, c'est également votre arrière-arrière-grand-mère? C'est ça, c'est la même toujours, qu'il a ramenée du château de Cavillargues. Et elle l'a installée ici dans ce grand réfectoire. Elle est très agréable, on peut même s'asseoir au bord du feu là-bas. Voilà. Avec des moulures et des sculptures d'une grande finesse. Impressionnantes, avec les armes de la famille en fait. Elle a mis les armes de la famille au-dessus de la cheminée. Elles y sont également sur les vitraux. Vous êtes toujours dans le territoire à l'abbaye de Valmagne. Je suis en compagnie de Diane Dallène. Nous allons évoquer avec vous l'histoire de cette famille qui est ici depuis de nombreuses années, de nombreuses décennies. Alors racontez-nous l'histoire de vos aïeuls. Quand ont-ils pris possession des lieux? C'est-à-dire c'est le grand-père de mon arrière-grand-mère qui était à Pignon. Les Turenne étaient à Pignon. Et tout d'un coup, il a acheté ça comme on achèterait actuellement un domaine viticole. En fait, ils n'ont pas du tout été inquiétés par l'immensité du lieu qui est un comment l'entretenir, une église, un réfectoire, etc. Parce qu'il y avait sur le domaine, je le dis souvent, tout le personnel pour pouvoir l'entretenir. Il y avait... Je vais même vous amuser. Alors, il y avait un maçon, il y avait un charpentier. Quand j'étais petite, je suis allée avec ma grand-mère voir ce charpentier parce que tout le monde était logé sur place. Et ce charpentier, vous savez comment il s'appelait? Il s'appelait Monsieur Cahuzac. Donc ça, c'est celui qui a acheté Valmagne en 1838. C'était Henri de Turenne. Après ça, nous avons Edmond de Turenne, son fils. Edmond de Turenne, qui lui a une fille, qui est Suzanne de Turenne, qui épouse un Nicolaï. Alors donc, il y a Suzanne de Turenne. Après ça, il y a ma grand-mère qui avait épousé un Portalis. Après ça, il y a ma grand-mère, ma mère, qui elle était donc une Portalis qui a épousé un Fabrelus. Et après ça, il y a moi qui ai épousé Michel de Godard-Dallène. Voilà. Et alors vous avez toujours vécu ici, Diane? Ah non, vous avez... J'ai vécu ma petite enfance ici. J'ai passé 24 ans à Paris et je suis revenue il y a une quarantaine d'années maintenant. Et après être revenu de Paris, c'est pareil, vous avez eu le coup de foudre en voyant les lieux? Vous êtes plus rendu compte revenu de Paris, on venait en vacances. Je me suis dit que je ne savais rien. Je suis allée à l'université à Montpellier, écouter des cours d'histoire de l'art et tout ça. Et j'avais déjà fait ça à Paris au Louvre, mais j'avais l'impression que je ne savais rien et qu'il fallait absolument que je sache. Et puis après ça, j'ai adhéré à une charte des abbayes et cisterciens avec un de mes amis très chers qui est Jean-François Leroux qui avait monté ça. Et j'ai été faire des voyages cisterciens partout, en Allemagne, en Angleterre, parce qu'il y en a partout de ces abbayes. Il y en a 749. Du coup, pour comprendre, voir les différences et voir comment c'est fait. On a été aussi, on a été en Italie, parce que tous les ans, il y a un chapitre général. Cette année, c'était ici, à Valmagne. On a reçu les autres abbayes. Mais j'ai appris plein de choses, que j'oublie d'ailleurs. Mais vous êtes quand même la mémoire vivante des lieux. Bon, je sais pas, mais non, mais j'y suis très attachée, ça c'est certain. Et on est arrivé à comprendre, enfin, comment, par exemple, le cardinal de Bondy, dont on a dû vous parler, avait construit sur le cloître.
comment tout ça s'est A pu s'agrandir, a pu changer, a pu se moduler au fil du temps. Évidemment, nos visiteurs, quand il fait beau et qu'ils peuvent s'asseoir là, ils sont tout à fait heureux. On a pas mal de visiteurs, mais vous savez, la première année, on en a eu 400. Il faut le savoir. C'est pas beaucoup. Mais pour faire connaître un lieu comme ça, il faut 20-25 ans. Maintenant, ça y est, on nous connaît, mais encore à Paris. Combien de visiteurs alors maintenant chaque année? Oh, on arrive à 35 000 maintenant. Oui. Mais 35 000, simplement, on compte ceux qui payent et qui nous aident à faire nos arcs-boutants qui coûtent assez. Qui mettent la main à la pâte. Mais c'est effrayant ce que ça coûte. Vous voyez ce que c'est, les arcs-boutants? Vous les voyez là-haut? Eh bien, entre 50 et 90 000 euros par arc-boutant. Il faut trouver les financements, c'est sûr. Mais oui, mais les financements maintenant, c'est... Oui, il faut quelquefois mieux trouver un artisan, si on vous le permet, si toutefois la drague vous le permet, un artisan qui va vous prendre moins cher qu'une... Mais oui, parce qu'avec les monuments historiques, c'est quand même assez contrôlé. Il faut faire vraiment les choses dans les règles de l'art. N'importe quoi. Ils ont raison d'ailleurs, parce qu'il y en a qui feraient vraiment n'importe quoi. Donc on ne peut pas. Et c'est bien. Merci beaucoup alors. On va finir sur la cloche en plus, c'est parfait ça. Alors vous savez que les cloches, elles ont été mises pour l'an 2000. On a fait fort en l'an 2000. On a mis des cloches au clocher. On a fait une exposition sur l'île de Garde de Bingen, que personne ne connaissait, mais maintenant, dans le coin, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Permis de le faire connaître. On a fait le jardin médiéval, et puis je ne sais plus quoi encore. L'année 2000 a été vraiment l'année de toutes les nouveautés. Oui, on a voulu marquer. Et regardez comme ça passe vite, on est déjà en 2013, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le temps de faire les choses. Vous savez quels vont être les prochains projets alors? Les projets, il faut qu'on finisse les arcs-boutants parce qu'ils ne sont pas finis. Je voudrais refaire le sol de la salle capitulaire qui n'est pas bien joli. Je voudrais faire tout. Et puis alors, ce qu'il y a, les premières choses qu'on a faites, il faut déjà revenir dessus. C'est sans fin. Merci beaucoup, Diane. Voilà, et merci à vous.